à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100%. Au sommaire, il y a la critique de Black Knight Sword, Retro & Magic sur Thunder Force et Pico Pico sur le Famimo des 2013. Rien à voir avec tout ça, est-ce que vous êtes au courant de l'histoire avec Minegi Minami des AKB qui s'est rasé la tête parce qu'elle a passé la nuit avec son copain? Et ouais, non, c'est pas une blague, il y a une règle très stricte chez les AKB, interdiction d'avoir un copain, et malheureusement elle s'est fait choper par un paparazzi. Et pour exprimer sa honte, elle s'est rasé la tête et a fait une vidéo en pleurs où elle implore ses fans de lui pardonner et de pas être exclue des AKB. Ça fait un peu peur, mais regardons des news qui j'espère seront un peu plus réjouissantes. Après l'annonce du report de Rayman Legends, c'est Michel Ancel et Michael Mikolik, Senior Game Manager, pardonnez le titre en anglais, qui se sont adressés au public via une vidéo publiée sur la page Facebook d'Ubisoft. Ceux-ci ont assuré avoir compris que le coup a été rude pour les joueurs après ce nouveau report. Ils en ont profité pour donner quelques détails sur la future démo qui fera patienter les joueurs sur Wii U. En fait, il s'agira du mode challenge complet, qui est le mode online du jeu. Celui-ci sera mis à jour avec des défis quotidiens et hebdomadaires et disposera de 5 niveaux différents, dont le donjon exclusif à la Wii U. Ces modes seront jouables seuls ou jusqu'à 5 joueurs ensemble. Cette partie du jeu sera disponible début avril, apparemment sans limite de lancement, contrairement à la précédente démo. En octobre 2012, durant la convention Comic-Con de New York, Ono Yoshinori annonçait le portage en HD de 2 titres de la série Darkstalkers. À l'époque, cette compilation s'appelait encore Darkstalkers Resurrection, mais celle-ci a été rebaptisée en cours de route pour devenir Vampire Resurrection. Le titre refait parler de lui avec un petit trailer dédié à la rockstar du monde des ténèbres, Zabel Zarok. Celui-ci proposera les 2 titres Vampire Hunter Darkstalkers Revenge et Vampire Savior the Lord of Vampire, également intitulé Darkstalkers 3. Les 2 titres sortiront en HD avec différentes options, permettant de régler le lissage de l'image, une présentation plus arcade ou plein écran. Évidemment, les modes online seront disponibles pour s'affronter sur le net. Au Japon, une édition physique sera disponible à partir du 14 mars 2013 et, anecdote sympa, pour la Saint-Valentin, le site officiel propose de télécharger quelques fonds d'écran dans sa section Download. Pour les amoureux de Morrigan seulement. Allez, cédons encore une fois à un petit plaisir coupable, parler d'un titre banpresto. Vous savez, un de ces titres purement japonais dont malheureusement on n'est pas près de voir une sortie de par chez nous. Cette fois, il s'agit de Heroes Versus, un jeu de baston crossover, où les héros préférés des japonais version SD pourront se latter cordialement. On pourra choisir donc les derniers représentants de la famille Ultraman, à savoir Ultraman Nexus, Mebius ou Saga, ou encore les Kamen Rider les plus récents, Den-O, Double, Oz ou Forzé. Si vous êtes plus mecha que héros en collant, certains Gundam de G-Gundam, Turn A Gundam ou encore Seed Destiny feront partie de la mêlée. Le jeu est disponible au Japon depuis le 7 février sur PSP. Oui bon, c'était il y a quelques jours, mais puisqu'on vous dit que c'était pour se faire plaisir... Alors je vous rassure, la plupart des Japonais trouvent pas ça normal du tout de se raser la tête, ils trouvent ça hyper exagéré et surtout la règle complètement inhumaine. Donc grâce au soutien de ses fans, elle s'est simplement fait rétrograder, mais quand même faut se mettre dans la tête de cette fille qui était persuadée d'avoir commis un blasphème jusqu'à se raser la tête. Alors d'un côté c'est vrai que le besoin d'appartenir à un groupe est ultra fort au Japon, mais pour aller jusque là c'est qu'il doit y avoir une sorte de lavage de cerveau dans la tête de ces filles, alors qu'elles sont hyper fragiles psychologiquement et il faut faire gaffe quoi. Enfin, ce n'est que mon humble avis, je veux pas critiquer, ce sera beaucoup mieux fait dans la critique de Black Knight Sword. Lorsqu'on vous dit ambiance glauque, ennemis bizarroïdes et direction artistique unique en leur genre, vous répondez « Jeu indé ?» Raté. La réponse était évidemment Suda Goichi. Il y a toujours quelque chose qui fait que les productions Grasshopper Manufacture se démarquent. Visuellement déjà, car elles ont toujours une patte graphique particulière, et aussi et surtout parce que l'homme derrière No More Heroes, Killer 7 et Lollipop Chainsaw n'est jamais en manque d'idées étranges. Souvent ultra-violents et controversés, les jeux estampillés Grasshopper fourmillent de concepts complètement barrés. On avait déjà vu un otaku assassin se transformer en tigre, une cheerleader ayant toqué ses pompons pour une tronçonneuse magique, et aujourd'hui... Oui, c'est bien une poule géante montée par un chevalier qui vient de passer à l'écran. Après Diabolical Peach et Cinemora, Black Knight Sword est le dernier des titres téléchargeables du studio à être sorti en 2012.
Tout comme le shoot'em up qui l'a précédé, Black Knight Third a été co-développé par les Hongrois de Digital Reality, mais les similitudes avec Cinemora s'arrêtent là. Le changement de décor est en effet total. On quitte ainsi l'univers steampunk pour une pièce de théâtre où on nous raconte une histoire, l'histoire étrange et anachronique de l'épée du Chevalier Noir. Nous sommes bien au théâtre, mais ne vous attendez pas à subir des tirades interminables pour autant. Toi, timide petite poule. Black Knight Third est un conte muet, ou presque, et c'est d'ailleurs à peine si on vous lance quelques phrases mystérieuses en guise d'introduction et de background. Il avale son chapeau, et sa grand-mère aussi. On comprend tout de même que vous incarnez cette frêle créature que l'épée de Hellebore a transformée en un chevalier redoutable, capable de se mouvoir avec agilité. Hommage au jeu de plateforme de l'époque de la 2D, Black Knight Third s'inspire des plus grandes des dernières décennies. En y jouant, on pense à du Mario et à du Ghosts 'n Goblins, mais côté gameplay, on se rapproche surtout d'un Castlevania, le maniement de l'épée évoquant pas mal le fouet de Simon Belmont dans Super Castlevania 4. Il est ainsi possible de porter un coup dans quasiment toutes les directions en inclinant le stick avant d'appuyer sur le bouton d'attaque. Malgré le poids de son armure, le chevalier peut aussi sauter et même double sauter grâce au pouvoir de Black Hellebore. L'épée que le chevalier peut aussi transformer en projectile. Utiliser cette compétence permet au chevalier d'atteindre et d'activer des blocs, de chatouiller des ennemis ou de récupérer des objets à travers les murs, mais à un prix fort. N'ayant plus d'épée en main, il perd en toute logique sa capacité à attaquer ou à faire un double saut le temps qu'elle revienne. De même, Black Hellebore peut aussi être utilisé pour lancer des furies dévastatrices, disponibles en nombre limité. Petit détail, mais pas des moindres, lors de ces furies, le chevalier devient invincible pendant quelques précieuses secondes. Et croyez-nous, vous apprendrez vite à bénir ce court temps de répit. Car du répit, vous n'en aurez pas beaucoup. Les boss et hordes d'ennemis situés sur votre route en voulant pas mal à votre peau. Tête de bœuf, tête de chevaux à ressort, statue de l'île de Pâques ailée et autres monstres tout droit sortis du cauchemar d'un fou viendront sans cesse vous harceler pour tenter d'écourter la pièce. Ça pourrait se finir dans un instant. Sachez-le, Black Knight Third est dur comme les jeux de l'époque dont il s'inspire. Si de A à Z, les 5 niveaux qui le composent se terminent respectivement en 30 minutes, il vous faudra en réalité bien plus de temps pour appréhender leurs nombreux pièges retors et level design sadique. Des checkpoints providentiels sont bien là pour vous aider, mais rien n'y fait, les morts sont nombreuses, les game over aussi. Quel choc! Heureusement, il existe un moyen pour booster le chevalier, grâce aux items d'un magasin à l'apparence pour le moins étrange. Tuer des ennemis vous apporte en effet des cœurs. Enfin, pas des cœurs tout mignons comme dans Zelda, non. Des vrais cœurs bien dégueux avec artères apparentes qui vous serviront de monnaie d'échange pour au choix récupérer de la vie, rendre Black Hellebore plus puissante, renforcer l'armure, etc. Autant vous dire qu'une bonne préparation sera vitale avant d'affronter un boss, car jusqu'à ce que vous appreniez leurs mouvements par cœur, ces ennemis immenses ne vous feront pas de cadeau. Et si cela ne suffit pas à étancher votre soif de challenge, tentez donc de finir le jeu sans utiliser de sauvegarde, de faire les maps défis et de terminer le mode arcade. On en reparlera quand vous aurez réussi. La première chose qui marque en lançant Black Knight Third, c'est évidemment sa direction artistique. Au sein de l'équipe de No Life, il faut quand même dire qu'elle a divisé. On l'aime ou on la déteste. On la trouve somptueuse ou inesthétique, mais une chose est sûre, on la trouve particulière. Cauchemardesque, les décors et designs des ennemis donnent au jeu une atmosphère angoissante. Un peu comme si Paper Mario était en plein bad trip après avoir ingéré un mauvais champi. Malheureusement, Black Knight Third est comme un tableau qui paraît sophistiqué de loin, mais qui s'avère bourré de défauts lorsqu'on s'y attarde. Dans la partie Game System, nous avons volontairement évité de parler d'un mouvement primordial mais qui fâche, l'esquive. Appuyer sur le bouton de saut lorsque le chevalier est accroupi lui fera faire une sorte de roulade maladroite, qui aurait largement mérité d'être assigné à un bouton unique. Un jeu de plateforme aussi exigeant se doit d'avoir une maniabilité irréprochable. Et donner des commandes aussi peu intuitives à un mouvement si vital contribue malheureusement à plomber le dynamisme du jeu. Dynamisme qui est aussi gâché par la rigidité du chevalier, qui tend à hésiter lorsque vous appuyez sur plusieurs boutons, ou pire, qui frappe tout droit lorsque, en voulant frapper en haut comme dans n'importe quel jeu, vous inclinez le stick et appuyez sur le bouton d'attaque simultanément. Alors certes, l'identité visuelle de Black Knight Third est forte, et on ne nie pas le travail accompli par Grasshopper Manufacture pour la rendre unique. Maintenant, faisons abstraction d'elle, et qu'obtient-on? Un jeu de plateforme pas si original que ça, au gameplay imparfait et sentant parfois le réchauffer. Les ennemis ne sont pas si variés, et avouez qu'il est un peu abusé de devoir se refaire tous les boss du jeu dans le dernier niveau. Bref, au rang des qualités, on retient tout de même son humour macabre, sa difficulté corsée, avec du challenge et des boss fights assez plaisants.
On retient aussi quelques idées de génie, comme cette séquence shoot'em up totalement psychédélique, mais beaucoup trop de défauts viennent ternir le tableau, et rendent au final Black Knight Sword inférieur à ses concurrents. A vous donc de voir si la direction artistique suffira à vous faire fermer les yeux sur tous ces points négatifs. Autre théorie, il est possible que cette histoire soit un coup monté de la production et des managers pour faire parler des AKB et de la fille. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire de règles, d'interdiction d'avoir un copain, ça a suscité ma curiosité et je me suis demandé s'il y avait d'autres règles, parce que comme le succès des idoles est uniquement basé sur leur image, il doit forcément y avoir un règlement hyper strict. Donc déjà, la règle d'interdiction de relations amoureuses est quasiment vraie pour tous les groupes. Alors pourquoi? Parce que la fille qui a un copain, il y a un risque de tomber enceinte, ou son copain peut donner une mauvaise image, ou alors ça peut la déconcentrer, la rendre moins performante. Et surtout, elles n'en ont pas besoin d'amoureux, leur seule histoire d'amour, c'est public bien sûr. Autre exemple, les talentos masculins de l'agence Johnny's n'ont pas le droit de se marier. Mais il y a quand même des rebelles parce que cette règle a été brisée par Seto Asaka et Inohara Yoshihiko du groupe V6 qui se sont mariés en 2007. Ça a fait du bruit cette histoire, le tonnerre a grondé, il était fort. On regarde maintenant Rétro et Magique sur Thunder Force. La série Thunder Force a fait le bonheur des fans de shoot'em up possédant une Mega Drive. Pourtant, bien que cette série reste très associée à la 16 bits de Sega, elle a connu de multiples incarnations sur bien des supports. Le premier épisode de la série sort en 1983 sur l'ordinateur Sharp X1 et sera par la suite porté sur de nombreux ordinateurs japonais, en particulier ceux de Sharp et de NEC. La version dont vous voyez les images est d'ailleurs la version sortie sur le PC 88 de NEC. Thunder Force est un shoot'em up multidirectionnel en vue du dessus. On y pilote le vaisseau Fire Leo, dont la mission est de donner l'avantage à la Fédération Galactique dans la guerre qui l'oppose à l'Empire Horn. L'Empire Horn possède une forteresse appelée Daira Dizer, supposée invincible car protégée par des boucliers impénétrables. Le joueur est envoyé à la surface de planètes contrôlées par l'ennemi avec la mission de détruire les générateurs de boucliers, puis finalement la forteresse elle-même. Thunder Force est encore très basique comparé à ses successeurs, et le gameplay s'avère très répétitif. N'étant jamais sorti en dehors du Japon, il demeure l'épisode le moins connu de la saga. A noter qu'en 1984, Technosoft publiera un éditeur de niveau. Il faut attendre 5 longues années avant de voir apparaître une suite à Thunder Force, cette fois-ci sur l'ordinateur Sharp X68000. L'année suivante, le jeu est porté sur Mega Drive, marquant les débuts de la série sur cette console. Thunder Force 2 est un bien meilleur jeu que son prédécesseur. On retrouve des niveaux en vue du dessus, où il est toujours question de détruire des installations au sol. Mais ces niveaux sont cette fois-ci alternés avec des stages en scrolling horizontal. L'arsenal du joueur a été étoffé avec la possibilité de basculer entre les différentes armes à tout moment, ajoutant une dose de tactique au gameplay. Mais si le joueur est touché par un tir ou un engin ennemi, il perd une vie et toutes les armes collectées jusque-là. Côté histoire, le jeu se déroule un siècle après le premier épisode. L'Empire Horn, que l'on croyait vaincu, ressurgit des tréfonds du cosmos et attaque la Fédération Galactique avec son nouveau super vaisseau de la mort, le Préréos. La Fédération envoie le Fire Leo 02 Excelisa pour contrer cette nouvelle menace. Avec ses graphismes soignés, son gameplay nerveux et sa musique entraînante, Thunder Force 2 est pour beaucoup le véritable épisode fondateur de la saga. En 1990, Technosoft réalise Thunder Force 3, épisode charnière qui abandonne les niveaux en vue du dessus pour se concentrer sur ceux en scrolling horizontal. La série a terminé sa mutation, et Thunder Force 3 instaure la formule sur laquelle seront bâtis les épisodes qui suivront. Il est ainsi possible de choisir dans quel ordre l'on souhaite faire les 5 premiers niveaux. Autre changement d'importance, lorsque le joueur perd une vie, il ne perd pas toutes ses armes, uniquement l'arme en cours d'utilisation. Le joueur a également la possibilité de choisir la vitesse de son vaisseau, ajustant donc sa réactivité selon la situation.
L'action se déroule immédiatement après Thunder Force 2. Malgré la destruction du Pré-Réos, l'Empire Horn continue sa conquête implacable de la galaxie. Malgré tous ses efforts, la Fédération n'est pas parvenue à localiser la base principale de l'Empire, rendue invisible par un puissant dispositif de dissimulation, lui-même protégé par un système de défense infranchissable appelé Cerberus. Pour échapper à la détection par Cerberus, la Fédération décide d'envoyer un seul vaisseau, le Fireleo 03 Styx, pour détruire les générateurs du dispositif de dissimulation, trouver la base de l'Empire et éliminer l'Empereur lui-même. Il est amusant de noter que Thunder Force 3 sera porté de la Mega Drive vers l'arcade et pas l'inverse. La version arcade porte le nom Thunder Force AC. Cette version arcade sera à son tour portée sur Super Nintendo en 1991 sous le nom Thunder Spirits. En 1992, la série Thunder Force connaît un ultime épisode sur Mega Drive, mais quel épisode! Au moment de sa sortie, Thunder Force 4 est en effet une sacrée claque visuelle et sonore. Non seulement les graphismes sont magnifiques, mais la bande-son oscillant entre trip électro et sonorité hard rock est elle aussi entrée dans la légende. Le gameplay reprend les bases instaurées par Thunder Force 3, et on en retrouve de nombreux aspects comme le choix de l'ordre des premiers niveaux ou la possibilité de changer la vitesse du vaisseau. L'une des nouveautés de Thunder Force 4 est que dans certains niveaux, il est possible de se déplacer également verticalement, les niveaux se déroulant sur plusieurs écrans, comme on disait dans le temps. Après la défaite de l'Empire Horn, la Fédération Galactique pensait connaître enfin la paix. Mais les Bios, une armée constituée du reste des forces de l'Empire, montent une contre-attaque dévastatrice. Comme on ne change pas une tactique qui marche, la Fédération envoie son dernier chasseur, le Fireleo 04 Rhynex, pour régler une fois pour toutes le problème et conclure en beauté la saga de l'Empire Horn. A noter que Thunder Force 4 contient un mode coop caché. Si deux manettes sont branchées dans la console, l'une des manettes contrôlera le vaisseau et l'autre les armes. Cinq ans après le quatrième épisode, Technosoft renoue avec la saga Thunder Force en réalisant Thunder Force 5 sur Sega Saturn. Très fidèle à la formule de Thunder Force 3 et 4, Thunder Force 5 conserve un gameplay 2D n'utilisant la 3D qu'à des fins purement graphiques. Il s'agit donc de ce que l'on appelle aujourd'hui un jeu en 2D et demi. On note que le jeu n'est pas avare en projectiles ennemis à éviter et en patterns complexes, frôlant parfois le Danmaku. Côté intrigue, le jeu prend cette fois-ci place sur Terre. Après avoir vaincu l'armée Bios, le Fireleo 04 Rhynex, lourdement endommagé, a dérivé à travers le cosmos et s'est retrouvé sur notre bonne vieille planète bleue. Les scientifiques terriens, en étudiant ce mystérieux vaisseau surnommé le Vastil, ont permis à la technologie terrienne de faire un bond en avant. Pour étudier le Vastil, les terriens mettent au point un super ordinateur appelé le Guardian. Ce qui devait arriver arriva, le Guardian finit par se la jouer Skynet et décréter l'anéantissement de la race humaine. Seule l'escouade de pilotes menée par Sénès Crawford peut tenir tête aux légions de machines du Guardian. S'il ne révolutionne pas le shoot'em up, Thunder Force 5 est un très bon cru et l'une des perles du genre sur Saturn, après Radiant Silvergun. Le jeu sera porté l'année suivante sur PlayStation dans une version appelée Thunder Force 5 Perfect System, dont sont d'ailleurs extraites les images utilisées dans cette émission. La série Thunder Force a fait son grand retour en 2008, 25 ans après ses débuts sur Sharp X1, dans Thunder Force 6 sur PlayStation 2, qui n'est malheureusement sorti qu'au Japon. Comme autre règle, en tout cas pour les membres de l'agence Johnny, c'est l'interdiction de signer des autographes. Alors pourquoi? Parce que les autographes, on peut les vendre plutôt que les offrir, ça rapporte pas mal d'argent. Et il y a un risque de marché noir ou de contrefaçon des autographes qui n'auraient pas été signés officiellement. Autre type de règle chez les Morning Musume, le respect des senpai, c'est-à-dire des aînés, est hyper important. Par exemple, les kohai, les petites nouvelles, doivent laisser les senpai s'asseoir en premier. Autre règle stricte, si une fille arrive en retard, il paraît qu'elle doit présenter ses excuses à chaque membre du groupe et du staff un par un. Enfin, ça fait perdre encore plus de temps ça, non? Je suis en train d'imaginer. Allez, sans plus attendre, on regarde Pico Pico sur le live report de FamiMoney 2013.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté du festival Famimode à Kichijoji. Comme chaque année fin janvier, amoureux et nostalgiques de la Famicom bravent le froid glacial pour célébrer la nouvelle année au festival Famimode à Kichijoji dans la ville de Tokyo. Ce festival dédié à la console de Nintendo qui existe depuis 7 ans propose de passer la nuit à se défier dans des concours de jeux rétro, faire du shopping pixelisé, mais surtout écouter de la musique. Après plusieurs sets de DJ comme Ishii Hiroaki de Consumers, les concerts ont commencé par la prestation de Bokadenshi, l'un des 2 nouveaux artistes présents cette année. Tout droit venu d'Osaka, ce musicien mélange chiptune et pianica dans des compositions teintées de nostalgie. やっぱりお客さんの質がすごくなんかこうすごく幸せに溢れてる感じというか、まあ他のイベントとかもそうなんですけど、まあ、ファミモーデはやっぱ僕の中でも結構特別なイメージがあって、なんかすごくお客さんが、もう目がキラキラしてるなっていうのがすごく見て感じるので、僕もそれに応えたいなっていうような思いでやりました。Bokadenshi a également participé à de nombreuses compilations de musique de jeux Square Enix, notamment la série SQ et la série FF Chips. Le groupe suivant, Poulecraft, composé de KSK et Eddie, a lui aussi remixé de nombreux titres dans ses compilations. 7回目かな、ファミモーデが7回目だから僕らも7回目ですね、全部出てます。いやドレッドはねもっと前からやってるんで今年で10年ですね。1回目から7年分伸びてるってこと。そうもう今年の11月でちょうど10年になるんですよ。最初がそれかよっていうね。この人は本当はトロンボーン奏者なんですよ、本職、それが仕事なんですよ。パーカッションは元はといえば最初プレクラフトをやろうって僕が言った時にいやいややってたんですこの人ね。今は乗り気でやってるんですけど、そうだから本当はトロンボーンの方がうまい。でもまあトロンボーンでね、そう本番の何日か前に、じゃあ今回ね本番の何日か前にこいつがトロンボーン吹いてって言うからね。実際もうちょっと前から考えてたんだけど、だって事前に言ってもどうせ練習しないからでもまあやればできるからってのでまあちょいちょいって入れて、もともとそのトロンボーンソロとかサックスソロは入れてない曲だったんですけど、ちょっと増やして、キングオブゲームスの10周年のお祝いに作った曲なんですけどね、そんな感じ。Sexy Synthesizer, l'un des autres grands habitués de l'événement, était présent sur scène avec la chanteuse Chihiro et le mystérieux homme boîte M. Nana Kenji qui officiait comme VJ. 今日はちょっと新しい曲を何曲か千尋さんをねフューチャリングして作ったんですけれども、これを今年の春、まあ、3月ぐらいにですかねCD として発売しようと、思っております。もちろんフランスの方々にも聴いていただけるようにバンドキャンプとか iTunes とかででもサイトでも発売しようと思っているのでぜひともチェックしてください。まあ、詳細はFacebook や Twitter 見ていただければ分かると思います。よろしくお願いします。中身を知りたいんですか？夢を壊すんでちょっと見せれないです知りたいです。ちょっとモザイクかけてください。ここにモザイクかけて。すごいDIY な、作品となっております。Jouant pour la première fois dans ce festival, le trio Julie Ali et Shi SSL avait fait grande impression. Julie Ali est un duo composé de Julie Watai au chant et Ali, pionnier de la chiptune moderne au Japon dès la fin des années 90 avec des sons de X68000 et PC98 mais qui utilisent surtout une Famicom et une Game Boy Advance. Avec eux, Cartier Santo Sweet Lady alias Shi SSL et son attirail mystérieux, notamment son contrôleur surnommé le Calamar.
ても古いコントローラーで1980年代くらい、そんな前のでも生産されてなくて結構貴重なコントローラーなんですね。これ一つ一つが押すとミディを出力することになってて、で蛍光と光らせる仕組みにしてます。蛍光とこちら光る時に出るノイズを拾ってエフェクトしてで楽器にしてるというそういう仕組みになってますんで、音に合わせて光ってるんじゃなくて光ることによって音が出てるっていう仕組みになってんですね。もともとサーキットベンディングとかで結構頑張ってるっていうところもあるんですね。でもなんかサーキットベンディングとチップチューンもやっぱなんか遠くはないのかななんてまあ混じらないんですけど、どっちもコアな部分で、だけどまあここで初めて混じり合ったという、ね、すごく珍しいユニットなんじゃないでしょうか。はい。En live pour la 4e fois à Famille Modé, Omodaka a toujours comme marque de fabrique le mélange improbable de chants traditionnels japonais interprétés par la chanteuse de enka Kanazawa Akiko et des sons chiptune. Bonsoir, je m'appelle Omodaka. 今年のオーディエンスはいつものオーディエンスよりもちょっとアップしてました。すごいみんななんか元気が良かった。今作っていてまだ曲数が足りないんですけど、今年中にはなんか作りますのでよろしくお願いします。はい。大体その主高でカオシレーターをいじってお客さんにいじってもらえるパターンが一つと、あとみんなに声を出してもらうものが2種類あって、それをなんか組み合わせていつもやってます。Sur la scène après les concerts, les meilleurs joueurs du concours de jeux rétro s'affrontaient sur un jeu surprise, choisi par l'organisateur du festival Monsieur Sakagami, le patron de la boutique de jeux rétro Météor. ファミコン大会という名目で、6年今までずっとやってたんですけど、毎回そのソフトを選ぶときにMC をやっていただいているブルボ小林さんと、スモーレスさんと僕の3人でソフト選びをしてて、で、そろそろちょっとファミコン以外もやりたいよねっていうのは結構前々から話には出てたんですけど、今年ちょっと思い切って7年目だし新しいことそろそろしてみようかっていうことで他のハードをチョイスするっていうことになったんですけど、そしたらブロモンさんがものすごいMSX の大ファンでたくさん持ってるそのソフトをメテオで決めるそのゲーム決めの時にたくさん持ってきて僕らにプレゼンしてくれて、それでソフトを使ってじゃあ決勝にしてみようかってことに決まりました。フランスの方にもぜひファイモーで東京に来る機会があったら参加してください。Voilà, j'espère que le reportage vous a donné envie d'aller au festival Famille Modé. Sur ce, je voulais vous signaler quand même qu'un DVD de Famille Modé 2012 est sorti et normalement devrait être facilement achetable sur internet parce qu'il est fait par un américain qui utilise Kickstarter, etc. Donc il fait en sorte que ce soit facilement achetable depuis le monde entier sans avoir des frais de port hors de prix. Et normalement d'ailleurs il devrait refaire un DVD pour la version 2013. Si sinon vous êtes fauché par exemple, vous pouvez toujours écouter le set joué par les artistes à Famille Modé sur leur page SoundCloud ou YouTube par exemple ou d'autres sites d'écoute où ils le mettent souvent, donc voilà, vous pouvez en profiter toute l'année. Sur ce, je vous dis bye bye et à dans 2 semaines.
Les perfumes aussi ont leur charte, même si elle n'est pas officielle, c'est de ne pas se teindre les cheveux ni changer de coiffure. Donc depuis qu'elles ont commencé, Hachan ses cheveux courts, Nochin la permanente, les petites boucles, et Kashi Yuka, cheveux longs et raides, ce serait apparemment leur mère qui aurait décidé ça. Autre interdiction pour elle, pas de piercing. Et voilà, 101% c'est fini pour aujourd'hui. Bon, je vous rassure, en ce qui me concerne, je suis libre, aucune interdiction, aucune obligation, tout va bien. Allez, ciao! Alors, monsieur Pilote, est-ce que c'était du niveau que vous attendiez? Ouais, écoute, c'était pas mal. Mais je me disais, là, ça fait quoi, 6 mois que t'as commencé? Oui. Maintenant, t'es devenu un personnage un peu public, donc il est temps de passer au niveau supérieur. Tout ce que tu vas mettre sur Internet dorénavant, tu me l'envoies. Comme ça, je valide, Ah oui. je corrige, D'accord. les photos, je les retouche et je te les redonne. Et après, tu peux les poster. D'accord, oui, bien sûr. D'accord.